Lors de la vidéo précédente, nous avons vu que Jaurès n'était pas initialement socialiste. Lorsqu'il a été élu député, le plus jeune député de l'Assemblée, il n'était que républicain modéré parmi ce qu'on appelait à l'époque les opportunistes. Mais ça va pas durer longtemps, on va voir ça tout de suite. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Hémiplégique, la chaîne qui essaie de comprendre ce qu'est la gauche en mode confinement aujourd'hui. Deuxième épisode de la série consacrée à Jean Jaurès donc. Souvenez-vous, nous l'avions laissé battu aux élections législatives en 1889 pour ses 30 ans. Jean Jaurès retourne donc à ses activités d'enseignement, cette fois à la faculté de Toulouse. Il s'installe en plein centre de la ville rose avec sa femme et sa fille. Comment ça, je vous ai pas dit qu'il s'était marié? Eh bien si, quelques années auparavant, alors qu'il n'est pas encore député, on lui a fait rencontrer une jeune femme, Louise Blois, bon parti, dont la dot consistait en une grande propriété de 40 hectares, et Louise et Jean s'étaient plu, à défaut de s'être épris d'une grande passion l'un pour l'autre. De toute façon, vu la veste qui s'était prise auparavant, Jaurès était d'un peu revenu du grand amour. Dans un premier temps, l'histoire se répète, les parents de Louise hésitent à accepter la demande en mariage. Après tout, à nouveau, Jean Jaurès n'a qu'une situation modeste. Mais une fois qu'il est devenu député, ça change tout, le feu vert est donné et il se marie en 1886. Ce sera a priori jamais la grande passion entre eux, pas sûr que Louise soit tout à fait sur la même longueur d'onde que Jean quant à tout ce qui touche la politique, mais tout au long de leur vie, ils remplissent leur devoir conjugal, et donc, en 1889, on y revient, Louise donne naissance à une petite Madeleine. J'ai repris ce titre, Le temps des idées, de la biographie écrite par Max Gallo, Le Grand Jaurès. Lisez-la si vous avez un peu de temps, enfin si vous avez pas mal de temps, parce qu'il y a 600 pages, grand format, et ça demande un petit peu de motivation. Donc, le temps des idées. Parce que Jean Jaurès, redevenu enseignant, travaille énormément sur sa thèse de la réalité du monde sensible, mais également parce qu'il fréquente en particulier à Paris et à la bibliothèque de l'école normale un certain nombre d'intellectuels, dont le plus important pour lui est sans doute Lucien R. Lucien R, c'est un peu un personnage de fiction, vous savez, le bibliothécaire qui connaît tout sur tout et qui aiguille le héros dans sa quête. C'est exactement ce qui se passe avec Jean Jaurès. Ils discutent à bâton rompu pendant des heures, principalement de philosophie. Ils sont tous les deux passés par l'école normale et tous les deux agrégés de philo. Ils ont tous les deux une connaissance encyclopédique de la philosophie. Et un soir, R explique à Jaurès qu'il a adhéré au Parti socialiste ouvrier révolutionnaire créé par Jean Allemagne. C'est peut-être ce qui manquait à Jaurès pour franchir le pas. On a vu qu'il avait des préoccupations qui rejoignaient parfois celles des socialistes, mais il lui manquait sans doute quelqu'un à qui parler de la philosophie du socialisme, des grands textes, un théoricien de son niveau pour achever de le convaincre. C'est Lucien R qui va jouer ce rôle-là. À cette époque, il écrit des articles dans la Dépêche de Toulouse, l'ancêtre de la Dépêche du Midi, et on commence à y voir, en 1890, des mentions du socialisme, notamment un article intitulé « Nos camarades les socialistes allemands ». Ce sera d'ailleurs également le sujet de sa thèse secondaire, qu'on écrit en latin à l'époque, et que je vais pas vous faire l'affront de vous lire ou de vous traduire. On en est là quand, en 1892, éclate l'événement qui va faire basculer définitivement Jean Jaurès du côté socialiste, les grèves de Carmaux. Carmaux, c'est une ville du Tarn très ouvrière, en particulier parce qu'il y a une grande mine de charbon appartenant à Solage, vous vous souvenez, l'ennemi de Jaurès. Qui dit ville ouvrière dit à tendance socialiste, et en mai 1892, l'un des ouvriers, ouvertement socialiste, Jean-Baptiste Calvignac, est élu maire de la ville. Autant dire que ça plaît pas beaucoup à Solage, qui va tout simplement le licencier en prétextant ses absences pour remplir sa fonction d'élu. Bah pourquoi pas. Aussitôt, tous les ouvriers se mettent en grève. La situation se tend rapidement, des grévistes envahissent la maison de la direction, l'État envoie la troupe, et on parle de la grève dans tout le pays. On se cotise dans les rangs syndicaux et socialistes de toute la France pour financer la grève, pour qu'elle puisse durer, et elle va durer. Tous les leaders socialistes viennent parler à Carmaux, et Jean Jaurès, le local de l'étape, est sur tous les fronts. La grève va durer 10 semaines, ce qui est remarquablement long. L'État va finalement proposer un arbitrage, autorisant Calvignac à prendre un congé illimité pour exercer sa charge de maire. Autant dire que Solage n'est pas content, et il va démissionner de son mandat de député. Les ouvriers emprisonnés pour avoir pénétré au domicile du directeur de la mine sont relâchés, les leaders syndicaux sont réintégrés, victoire ouvrière, et à travers elle, victoire de Jaurès. Une fois que tout est rentré dans l'ordre, il faut réfléchir rapidement à l'échéance électorale qui approche. Comme Solage a démissionné, une élection législative partielle est en effet organisée en janvier 1893. Le clan Solage, bien que monarchiste, la joue stratégique, en soutenant un candidat républicain, et même un candidat républicain que Jaurès avait soutenu par le passé. Malin. Les socialistes, eux, se creusent la tête pour savoir qui présenter en face. Calvignac, le maire, est bien sûr envisagé, mais la circonscription est à 70% rurale et Calvignac fait peur aux paysans. On propose à un proche de Jules Guesde, mais il refuse
parce qu'il n'est pas du coin et que ça serait un parachutage. Un blanquiste se propose, mais ne suscite pas l'engouement des ouvriers. Alors évidemment, le nom de Jaurès commence à circuler. Son engagement pendant les grèves fait qu'il a un certain nombre de soutiens, mais il n'est que converti au socialisme, et donc n'est pas suffisamment pur pour beaucoup. On lui demande de s'engager à défendre le programme du Parti ouvrier français défini l'année passée, il s'y engage, mais ça suffit pas. Alors on organise un vote sur le thème « Jaurès est-il suffisamment socialiste pour être notre candidat ?» La majorité tranche, c'est oui. Jaurès devient donc le candidat socialiste, le candidat des ouvriers, le candidat des mineurs de Carmaux. Lui qui était républicain modéré, député opportuniste, il fait campagne pendant un mois contre un républicain modéré, justement, signe de la rupture qui a lieu chez celui qui est désormais tout à fait socialiste. Cette campagne se fait sur fond de scandale, puisque c'est à cette période qu'éclate le scandale de Panama, qui porte un coup fatal aux opportunistes et favorise donc la candidature de Jaurès. Au soir des résultats, tous les cantons ruraux ont voté pour son adversaire avec 700 voix d'avance, mais Carmaux l'ouvrière, a donné à Jaurès plus de 1100 voix d'avance. Nous sommes en 1893, Jean Jaurès a 33 ans, il est élu député des mineurs, député socialiste. Jaurès fait donc son retour au Palais Bourbon. Et alors que, lors de son premier mandat, on le sentait un peu réservé, cherchant un peu sa place, il revient en mode Rocky. Sans doute grâce à son expérience de terrain, au premier rang des grèves de Carmaux, et sans doute aussi parce qu'il est dans l'opposition à un régime corrompu, il va prendre la parole vigoureusement à la tribune de l'Assemblée très régulièrement. Il n'a que quelques mois pour faire bouger les choses avant les élections législatives générales, alors il y va. Ça va l'installer aux premières places du socialisme en France et séduire l'électorat. Si bien que fin août 1893, 8 mois après l'élection partielle, il est réélu avec 500 voix de plus qu'en janvier. Cette fois, c'est parti pour 5 ans. Et quels 5 ans? Les luttes ouvrières vont se répandre dans le pays, une nouvelle grève importante va agiter Carmaux, et bien sûr, une affaire va commencer à secouer la France, celle qui concerne un certain capitaine Dreyfus. Et on va voir que Jaurès va y jouer un grand rôle. Mais tout ça, c'est pour la prochaine vidéo. Vous savez ce que vous avez à faire pour ne pas la rater. Camarades, à bientôt!